Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous offrir cet enregistrement qui correspond à mon intervention au colloque qui s'est déroulé à Temple-sur-Lot le 25 octobre 2025 et qui était intitulé Communication galactique. Alors, je souhaite préciser à ce propos, et cette précision est à destination des censeurs qui sont toujours prompts à vous sanctionner à la moindre occasion, que je n'ai aucun lien avec le mouvement qu'on appelle les galactiques ou le galactique avec un G majuscule. Et ceux qui ont cru voir en moi, je dirais, une espèce de porte-parole de ce mouvement ont fait preuve d'une ignorance crasse qui, selon moi, ne mérite que le mépris. Voilà. Je tenais à faire cette précision qui est importante pour moi, et ceux à qui je m'adresse comprendront. Par contre, j'aime beaucoup les mots galactique et galaxie, qui, en ce qui me concerne, élèvent mon esprit et mes pensées vers une vision une vision de l'univers où notre galaxie, la Voie lactée. Je rappelle que notre galaxie, la Voie lactée, comporte pas moins entre 200 milliards et 400 milliards d'étoiles, c'est-à-dire 200 milliards ou 400 milliards de soleils, et qui a un diamètre de 100 000 années-lumière. Et donc cette galaxie est probablement habitée par une civilisation, ce qu'on appelle une civilisation de type 3, civilisation galactique, selon la classification de Kardashev et Dyson. Voilà. Alors, cette vision de l'univers n'a bien évidemment absolument rien à voir avec ce que l'on me reproche. Voilà, c'est dit. En tout cas, je vous souhaite un bon visionnage et puis je vous dis à très bientôt. Merci. Alors, eh bien, voici, bienvenue. Et nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui Daniel Robin. Et je vous présente deux best-sellers parmi les 25 que Daniel a écrits. Voilà. C'est un auteur prolifique, qui Oui. s'intéresse et qui est un spécialiste du domaine OVNI, mais pas que. Et la première question que je voulais poser, c'était pourquoi, Daniel, tu t'es intéressé spécialement au phénomène des ovnis triangulaires, qui sont de plus en plus nombreux, tant en France qu'à l'étranger, et qui ont des technologies qui dépassent complètement nos technologies terrestres à nous. Alors tout d'abord, merci pour votre invitation et merci pour votre invitation à ce colloque qui est très intéressant et qui regroupe un certain nombre de personnalités remarquables et donc qui représente un peu on va dire, le paysage de l'ufologie actuellement. Donc, merci pour votre invitation. Ça me fait très plaisir d'y participer. Avec plaisir. Alors, pour quelle raison je me suis intéressé aux ovnis triangulaires? Alors, moi, j'ai été président et je suis toujours président d'une association qui s'appelle OVNI Investigation, qui a été fondée au début des années 2000, 2000-2001. Et donc, entre 2001 et puis 2014 et 2015, on a reçu un nombre considérable de témoignages mentionnant des observations d'OVNI de forme triangulaire. À l'époque, on travaillait avec un site internet qui s'appelait OVNI Direct, donc qui est aujourd'hui en sommeil, et on recevait par mois plusieurs témoignages de gens qui avaient observé des OVNI de forme triangulaire. Ce qui fait qu'au fil des années, on a accumulé vraiment beaucoup de témoignages. Alors nous, on était une association ufologique dont l'activité principale, c'était d'enquêter sur le terrain. C'est-à-dire que lorsque on recevait un témoignage, souvent par l'intermédiaire d'OVNI Direct, on se déplaçait, on prenait contact avec le témoin, on allait sur le terrain et puis on essayait de comprendre ce que le témoin avait vu, on essayait de reconstituer le plus fidèlement possible ce que le témoin avait observé. Et donc là, on a vécu vraiment une époque passionnante où on a eu beaucoup d'enquêtes et dont, je dirais, plus de 80-90% concernaient des ovnis triangulaires. Et donc,
à un moment donné, je me suis dit, ça serait quand même bête que toutes ces enquêtes, tous ces rapports d'enquête, et puis en plus, on avait une base de données, donc ces témoignages étaient enregistrés sur une base de données. Donc, je me suis dit, ça serait quand même bête que tout ce travail, un travail quand même considérable, parce on était plusieurs dizaines hein, à travailler sur ces enquêtes et sur le réseau. J'avais créé aussi une espèce de réseau d'enquêteurs au niveau national. Donc, tout ça, bon, moi, je pensais que ça ne devait pas être perdu. Donc, j'ai commencé à rédiger un livre. Et puis, alors, ce livre, c'est pas un catalogue qui recense toutes les observations d'OVNI triangulaires sur lesquelles on a enquêté. C'est plutôt, je dirais, un livre d'analyse et de réflexion sur ces observations et sur ces OVNI triangulaires eux-mêmes. C'est-à-dire essayer de comprendre cette technologie qui n'est pas d'origine humaine. Donc c'est ça, c'est la motivation au départ, c'était de transmettre quelque chose à partir du travail que nous, on avait effectué. C'était ça le but initial. Et par la force des choses, je suis un peu devenu, je dirais, le spécialiste français, tout au moins, des ovnis de forme triangulaire, parce que, bon, en faisant des recherches, je me suis aperçu qu'il n'existait pas d'études et de travail complet sur ce sujet. Sans vouloir me vanter, je pense être le premier chercheur, le premier ufologue français à avoir fait un travail aussi complet que possible sur ces ovnis de forme triangulaire. Alors, il existe des études aux États-Unis qui n'ont pas été traduites en français, mais alors peut-être aussi dans d'autres pays, hein, peut-être en Chine ou en Russie, mais je ne les connais pas. Du moins en France, je pense être un pionnier dans ce domaine. Ah, mais complètement, et c'est un livre très documenté, avec des dessins très précis. Je pense que ça peut vraiment convaincre les plus sceptiques. Tout à Alors, fait, ouais. certains de ces ovnis sont noirs, d'autres éclairés avec des lumières. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire au sujet des métamatériaux? Est-ce que tu penses que ça peut rendre invisible, par exemple, furtif, ces ovnis? Oui, tout à fait. Alors, bon, en récoltant les témoignages, en même temps qu'on récoltait les témoignages, les gens nous décrivaient l'aspect qu'avaient ces ovnis de forme triangulaire. Alors, tu as prononcé le mot noir. Effectivement, un des aspects de ces ovnis de forme triangulaire, c'est que bien souvent, pratiquement dans tous les cas, ils sont perçus comme étant noirs, avec plusieurs feux à la surface inférieure de ces ovnis. Alors, j'ai essayé de faire une classification en 5 catégories de ces ovnis de forme triangulaire en fonction de la taille et puis du nombre de feux qui apparaissent sous la surface. Donc 5 grandes catégories. Et ce qui frappait souvent les témoins, c'était le fait qu'ils voyaient une surface noire, mais un noir très particulier. Souvent, ce noir était qualifié de noir soutenu, de noir intense ou un noir de jet, mais un noir profond, tu vois, comme si les témoins voyaient une espèce de trou noir. Hmm. C'est-à-dire que la lumière, si tu veux, semblait ne pas pouvoir être reflétée par la surface de ces engins. Comme si la lumière était absorbée à plus de 99% par la surface de ces engins, même peut-être même à 100%. Donc C'est ça nous a quand même un troublant. petit peu Ouais, ouais. intrigués. Ça nous Ah oui, c'est a très troublant. intrigués. Et de très grande taille, d'après ce que j'ai compris. La majorité sont énormes. Alors, il y a plusieurs, justement, bon, cette classification montre qu'il y a des engins, bon, qui font entre 20, 30 mètres, ce qui est quand même déjà une taille assez respectable. On a des cas où les engins font jusqu'à 60 mètres, hein, 70 mètres, et ça peut aller, alors je publie un cas dans le livre, ça se passe aux États-Unis,
à l'aéroport international de New York, où un témoin a vu un ovni triangulaire dont il estimait les dimensions à plus de 1 kilomètre, c'est-à-dire un ovni triangulaire absolument Ah ouais. gigantesque. Donc on a, on va dire, tout un échantillon qui va de quelques dizaines de mètres jusqu'à plus de 1 000 mètres. Et entre les deux, on a toutes sortes de tailles. Ouais. Mais Encore une souvent, c'est des engins de taille respectable. Taille respectable. fois. Ouais. Et sans bruit. Alors oui, il y a trois caractéristiques principales de ces engins. Bon, au fur et à mesure qu'on faisait des enquêtes, on a essayé on a commencé à comprendre comment fonctionnaient ces engins et comment ils se manifestaient. Euh, Donc la première chose, souvent, c'est qu'il se manifeste, il se déplace lentement. C'est-à-dire que les gens, enfin les témoins, les voient passer au-dessus des toits des maisons, au-dessus des arbres, à vitesse lente, hein. Beaucoup plus lentement qu'un avion ou même qu'un drone, par exemple. Souvent, les gens pouvaient les suivre en voiture ou même à pied, hein. Donc, ils se déplaçaient lentement, à basse altitude, qui est quand même assez étrange. On a plusieurs cas où les ovnis de forme triangulaire se déplaçaient, par exemple, au-dessus des villes, que ce soit à Lyon, à Nantes ou dans d'autres grandes villes, à basse altitude. Et quand je dis basse altitude, ça peut être 10 mètres ou 20 mètres, hein, c'est-à-dire quasiment au-dessus des toits. Et souvent, à des heures, par exemple, on a des cas où les ovnis se manifestaient à 19 heures, par exemple, en pleine ville, dans une zone très urbaine, où il y avait des voitures. Enfin, tu imagines un peu l'activité d'une zone urbaine. Donc, ils se manifestaient vraiment quasiment en pleine ville. Comme s'il voulait Alors, soit à être la... vu, hein. Comment? Comme s'il voulait être vu quelque part. Comme s'ils voulaient être vus. Mais il y a quelque chose de paradoxal aussi. Donc, ils se manifestent, ils vont très lentement, à basse altitude et dans un silence quasiment absolu, souvent, très souvent. D'ailleurs, ce silence a une particularité un peu spéciale, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose, c'est pas simplement le silence, c'est comme s'il y avait une absence de bruit, tu sais, bon, d'un seul coup, les choses. Là, c'est comme si le témoin se retrouvait comme coupé de son environnement extérieur. Comme si au moment où il observait le phénomène, il était sous une espèce de cloche, tu vois, Ouais, coupé du monde extérieur. ouais. Bon, en ufologie, on appelle ça l'effet Ose, hein, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de transformation de l'espace-temps, on va dire, entourant le témoin au moment où il observe l'OVNI. Mhm, mhm. Donc ça, c'est des caractéristiques qui reviennent assez souvent Oui. Et avec d'autres lorsque types les témoins d'objets. disent J'ai vu un OVNI de C'est Alors assez ça revient classique. aussi, bon, il y a aussi, c'est assez classique dans le domaine de l'ufologie, hein, ça ne Ouais. concerne pas seulement les ovnis de forme triangulaire, mais Mhm. ça concerne aussi bon, ce qu'on appelle les rencontres rapprochées du troisième type, hein, où lorsqu'un témoin voit une soucoupe ou un tic-tac, par exemple, assez près, d'un seul coup, il a l'impression de se retrouver dans une espèce de bulle, hein, comme si une bulle spatio-temporelle qui le coupait du monde extérieur. Ça, c'est assez étrange. Et en fait, ça m'a amené à penser que cette technologie, alors moi je parle des triangles, hein, je ne parle pas des soucoupes volantes, était capable de manipuler l'espace-temps. Ouais. Cette technologie, apparemment, est capable de manipuler et de déformer localement l'espace-temps. Donc ça, c'est une piste de recherche qui peut être assez intéressante. Ouais. Ouais, c'est troublant. Et tu parles aussi de la force psychique quelque part que ces Ouais, vaisseaux ou les êtres qui l'habitent exerceraient sur les êtres qu'ils rencontrent. tout à fait. C'est-à-dire que au fil du temps, lorsqu'on a commencé bon, à faire des enquêtes, les premières choses qui nous intéressaient, c'était les données objectives, hein, ce qu'on appelle les données objectives. Ça s'est passé à quelle heure, quel jour, est-ce que les conditions météo étaient bonnes, est-ce que le ciel était dégagé. Donc ça, c'est les conditions objectives qui sont mesurables, hein, qui sont quantifiables.
Donc ça, c'est important hein, dans les témoignages, les données objectives sont très importantes. Par contre, on s'est aperçu qu'il y avait aussi ce que moi j'appelle les données subjectives, c'est-à-dire ce que le témoin avait ressenti au moment de son observation. Et dans certains cas, il existait, on va dire, une connexion psychique entre le témoin et l'OVNI de forme triangulaire. Alors dans le livre, je cite plusieurs cas, je crois que je cite quatre ou cinq cas, où les témoins disent avoir été en contact psychique avec l'OVNI de forme triangulaire. Ce qui suppose que pour eux, l'OVNI était piloté par des entités. Alors, ils ne voyaient pas les entités, mais ils sentaient que ces entités avaient une force psychique considérable, c'est-à-dire une force psychique qui était beaucoup plus importante que nos propres forces psychiques humaines. Je cite dans le livre un cas remarquable hein, qui m'a beaucoup impressionné, c'est le cas Xavier S. Et ce cas Xavier S s'est déroulé à Nantes. Alors on peut retrouver les détails de ce cas dans le livre. Et lui a dit explicitement, nous a dit explicitement avoir entendu entre guillemets, ou perçu intérieurement des phrases, quatre phrases que je cite dans le livre, qui venaient justement de ces entités qui pilotaient l'OVNI de forme triangulaire. Notamment qu'ils étaient pacifiques et qu'ils reviendraient, hein. C'est de ça que tu parles, hein. Exactement. Ouais. Paix, il y avait le mot paix, paix, nous sommes pacifiques. Nous ne sommes pas belliqueux, nous ne voulons pas vous faire du mal. Enfin, c'est ça un peu ce que ça voulait dire, et Hmm. qui reviendrait encore plus souvent. Ouais. Donc c'est plutôt rassurant ça. C'est plutôt rassurant. Parce Cela qu'avec dit, parce qu'avec des c'est plutôt technologies rassurant. aussi avancées, on peut se demander effectivement qu'est-ce que font ces êtres exactement. Mais voilà, Tout à fait, oui. Après, le sous-titre de mon livre, c'est euh, Sommes-nous confrontés à un phénomène inquiétant? Je ne me rappelle plus le oui, sous-titre exact. Donc, en fait, bon, tous les témoins que j'ai, enquête sur un phénomène inquiétant, oui. ouais, enquête sur un phénomène inquiétant. Ouais. Euh, bon, tous les témoins auprès desquels on a fait des enquêtes n'ont jamais eu à subir une quelconque agression, une quelconque violence de ces ovnis. Bien au contraire. Bien au contraire. Tous les témoins nous ont dit qu'ils avaient vécu une belle expérience, une expérience un peu extraordinaire, voire transformatrice pour certains Mm. de ces témoins. Souvent, ils nous ont dit qu'ils avaient vu quelque chose de très très beau, notamment le témoin de Nantes, là, Xavier S., nous a dit que c'était une technologie absolument extraordinaire. Je me rappelle, il nous avait dit, le triangle, c'était comme s'il était euh, très, très, comment dirais-je, très parfait, coupé au couteau, tu vois, vraiment une technologie extraordinaire. En plus, c'était beau, c'était admirable. Et donc, il n'y a pas, dans les observations, à à notre connaissance, il n'y a pas d'éléments négatifs. Il n'y a pas eu d'agression. Bon, les gens, ça les a un petit peu perturbés, ça les a un petit peu, on va dire, ça a bouleversé un peu leur vie, mais pas forcément d'une façon négative. Donc, apparemment, ces engins ne nous veulent pas du mal. Par contre, ce qui peut être inquiétant de notre point de vue, c'est qu'on ne connaît pas vraiment leur motivation. Mm. C'est-à-dire, bon, par exemple, je donne quelques statistiques, et les statistiques montrent que ces engins se manifestent depuis plusieurs dizaines d'années sur une vaste échelle, c'est carrément à l'échelle mondiale. Donc, c'est-à-dire qu'il y a énormément de manifestations de ces phénomènes, hein. Et encore, parce que nous, on en récolte qu'un faible pourcentage, on n'a pas connaissance de toutes les observations. Donc, on peut imaginer qu'il y a énormément d'observations d'ovnis triangulaires, ce qui nous amène à penser que ce phénomène se manifeste, c'est qu'il a un objectif, c'est qu'il a un but, il a un agenda quelque part.
Donc la question, c'est de savoir quel est son but, quels sont ses objectifs et quel est son agenda. Et là, on n'a pas de réponse. Et On c'est peut en cela que supposer ce peut-être que phénomène nous c'est paraît... une question de surveillance, parce qu'on est quand même une race turbulente, voire agressive. Donc peut-être qu'on est dans le collimateur d'espèces plus évoluées que nous. On sait qu'il y a des Oui, alors, ovnis qui survolent les centrales nucléaires et tout ça, ou qui ont désactivé c'est des vrai, tu as raison. ogives nucléaires. Donc il y a quand même, enfin j'ose espérer qu'il y a une certaine protection peut-être de nous-mêmes. Euh, Oui, voilà, parce qu'on est quand même agressif, globalement. oui. Ah oui, tout à fait, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est en cela, d'ailleurs, c'est parce que on ne connaît pas les motivations. C'était pour finir mon raisonnement. C'était parce qu'on ne connaît pas les motivations, on ne connaît pas, si tu veux, quel est le plan qui se cache derrière ces manifestations, parce que c'est des manifestations extrêmement importantes. Et comme tu disais tout à l'heure, on a l'impression qu'ils veulent être vus, ils veulent qu'on les voit, parce que je pense que s'ils voulaient, ils pourraient être totalement furtifs. Mm, Donc, ils se montrent quelque part, hein. Donc, ça répond à un objectif, mais on ne le connaît pas, cet objectif. mm, Même si pour l'instant, ça paraît pas dangereux, ça paraît pas belliqueux, on ne sait pas pourquoi il se manifeste. Et c'est en cela que pour nous, ça peut être inquiétant. Et ça peut être aussi inquiétant dans la mesure où on peut imaginer qu'un jour, il y aurait une manifestation massive de ces phénomènes, au-dessus des villes, au-dessus d'installations sensibles. Et là, je pense que de notre côté, ça pourrait créer de la panique. mm. Ça pourrait générer de l'angoisse, de la panique, et que les autorités ne puissent pas maîtriser la situation, Oui, par manque de préparation et oui. par manque d'information. C'est ça aussi le danger, et c'est pour ça que c'est inquiétant. Mm. Et c'est pour ça aussi qu'on parle, enfin nous en tout cas, notre travail, c'est aussi de faire connaître ces phénomènes, de Voilà, manière à ce qu'il y ait une conscience qui s'ouvre au niveau de la population. Et voilà, je pense que c'est important d'en parler de toute façon. tout à fait. Euh, C'est là, c'est un des buts pourquoi j'écris des livres sur les ovnis, hein, c'est pour informer le public. Parce qu'on s'aperçoit que les autorités, enfin surtout en France, ne diffusent pas suffisamment d'informations sur ce phénomène pour que les populations soient préparées le jour où il se passera quelque chose de très important et d'énorme. Les gens diront, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça y est, on est envahi, etc. Bon, à partir du moment où tu es préparé, où tu connais l'information, tu as moins de risques de paniquer. ouais, C'est pour ça que nous, alors à notre modeste niveau, bien évidemment, puisqu'on n'a pas accès aux grandes chaînes de télévision, on n'a pas accès aux grands médias officiels, donc on essaye d'informer les gens sur ce qui se passe. ouais, par Ce qui se d'autres passe voies. en France et dans le dernier livre, là, OVNI et Brésil, le silence, ce qui se passe aux États-Unis, où la Ouais, divulgation ouais. est vraiment beaucoup plus importante qu'en France. Et apparemment, pour les États-Unis, c'est pas tabou de parler des Oui, ovnis. c'est pas Hein. Apparemment, même après la révélation en 2017 au Congrès américain, apparemment, il n'y a pas eu de vague de panique aux non, États-Unis. Hein. Je veux dire, ils n'ont pas du tout les mêmes peurs apparemment qu'ici en France. tout à fait, oui, Alors, tout je à ne sais fait. pas pourquoi, mais, mais Bah, les États-Unis, ils ont toujours une tradition de, comment dire, ils n'ont pas de tabou sur plein de sujets, ils n'ont pas d'a priori. Et lorsque vous avez des gens, bon, par exemple Lou Elizondo, David Drush ou d'autres lanceurs d'alerte disent qu'ils ont des choses à dire, aux États-Unis, on les écoute. Et bon, ils passent. Alors, avant de témoigner devant le Congrès, il y a toute une série d'étapes qui permet de comprendre ce qu'ils veulent dire. Il y a des choses qu'ils peuvent dire et d'autres choses qu'ils ne peuvent pas ouais, dire. Mais enfin, à un moment donné, bon, ils arrivent devant le Congrès et ils disent des choses absolument extraordinaires qu'on n'imagine même pas
qu'on puisse dire en France devant, par exemple, l'Assemblée nationale ou, j'en sais rien, le Sénat ou une grande instance Hmm. politique. Oui. Donc oui, ils ont cet avantage par rapport à la France, c'est que la parole là-bas est libérée quelque part, hein. Bien que très encadrée quand même, hein, très encadrée, hein. Il ne faut pas croire que les gens peuvent dire n'importe quoi. Enfin, du moins au niveau officiel, hein. Hmm. Mais voilà, il y a quand même des informations qui filtrent. Moi, je dis souvent ce que David Grush a dit, alors c'était en 2023, devant le Congrès américain, c'est absolument extraordinaire. Absolument extraordinaire. Il a reconnu officiellement que les ovnis existaient. Bon, ça, c'est une chose. Que certains de ces ovnis s'étaient crashés. Bon, on pense tout de suite au crash de Roswell. Que l'armée américaine avait récupéré bon, des engins qui s'étaient crashés. Qu'à partir de ces engins, ils avaient effectué ce qu'on appelle la rétro-ingénierie. C'est-à-dire que des entreprises avaient récupéré de la technologie. À partir de cette technologie, ils avaient inventé d'autres technologies que peut-être on utilise dans notre vie quotidienne. Et ils avaient aussi récupéré des entités non humaines. Alors, il ne dit pas extraterrestre, il dit non humaines. Donc, rien que ça, C'est énorme. c'est des... C'est énorme. En France, on l'imagine pas. Alors, en France, on Encore a du plus. mal à l'imaginer, ouais. Ouais. Donc, voilà, on a encore du travail à faire en France par rapport à ça, par rapport à l'information. Ah ben Il y a oui. énormément de travail à faire. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux parler de Fatima, là, Oui, Fatima, rapidement? bien sûr. Alors Fatima, oui, c'est vraiment une affaire qui m'a passionné parce que lorsqu'on regarde ce qui s'est passé à Fatima, alors Fatima, ça se passe entre 1915 et 1917. Donc ça dure pendant 2 ans, hein. 2 ans. Ça se passe au Portugal, au sud-ouest du Portugal, hein, entre Lisbonne et Porto. Globalement, ça se passe dans cette zone-là. Donc en 1915, il y a trois petits voyants qui commencent à voir des entités humanoïdes de type masculine. Alors c'est des entités humanoïdes lumineuses, hein, mal définies, et ils ont des contacts, on va dire, psychiques avec ces entités et reçoivent un certain nombre de messages. Donc ça dure à peu près jusqu'au mois de mai 1917. À partir du mois de mai 1917 jusqu'au 13 octobre 1917, les trois voyants sont en contact avec une entité féminine qu'ils décrivent comme étant mesurant à peu près 1 m 10, 1 mètre, 1 m 10, qui aurait 14 15 ans, qui serait vêtue d'une espèce de robe capitonnée qui arriverait à hauteur des genoux et qui aurait une cape capitonnée aussi et qui aurait une espèce de casque au-dessus de la tête. Donc ça, c'est ce que les témoins décrivent lorsqu'ils parlent de l'entité féminine. Et on s'aperçoit que les descriptions des témoins ne correspondent pas du tout à la version de l'Église catholique qui dit que les témoins ont vu la Vierge Marie. Or, si on compare les deux images, c'est ce que je fais dans mon livre, hein, je mets l'image de la Vierge Marie et l'image de ce que les témoins ont décrit, on a des choses qui sont complètement différentes. Donc, les témoins, pour moi, n'ont pas vu la Vierge Marie. Ils ont vu une entité féminine, peut-être d'origine extraterrestre, certainement. Et ce qu'ils ont vu entre le mois de mai et le mois d'octobre, alors il y a eu des échanges, il y a eu des messages qui ont été donnés par l'entité au petit voyant. Et vraiment, le phénomène le plus spectaculaire et le plus important, c'est ce qui s'est passé le 13 octobre 1917 à midi, heure solaire. Et là, à un endroit qu'on appelle la Cova de Iria au Portugal. La Cova de Iria, c'est une espèce de doline, hein, c'est une espèce de cuvette, une grande cuvette. Et là,
à midi, il y avait 70 000 personnes qui étaient réunies. 70 000 personnes, rien à l'endroit, hein, mais il y en avait aussi autour, dans les villages environnants. Et donc, alors, ce jour-là, il pleuvait, tombait des cordes, la terre était mouillée, il y avait de la boue partout, enfin, euh, les gens étaient trempés. Et d'un seul coup, le ciel s'est éclairci à midi, et les gens ont vu un disque argenté aux arêtes vives qui se déplaçaient dans le ciel. Alors, il se déplaçait en feuilles mortes. Puis à un moment donné, il s'est mis à tourner très vite sur lui-même, en projetant sur la foule des lumières jaunes, bleues, vertes, de toutes les couleurs. Donc, il s'est rapproché de la foule qui a eu très peur. Les gens ont dit, ah, il va s'écraser sur nous. Bon, il ne s'est pas écrasé, après il est remonté dans le ciel. Et ça a duré 18 minutes. 18 minutes, Oui. c'est long, hein. Ah bah oui, 18 minutes pendant lesquelles ce disque a fait toutes sortes de phénomènes lumineux. Il y a même eu des phénomènes thermiques. Et donc, au bout de 18 minutes, le disque est remonté dans le ciel. Le ciel qui était toujours bleu. Et là, les gens un peu hébétés se sont aperçus que ben, le sol était sec, que eux-mêmes étaient secs. C'est-à-dire qu'auparavant, ils étaient complètement trempés, et là, mhm, après que l'OVNI se soit manifesté, tout était devenu sec. Et il y a même eu des guérisons. C'est-à-dire qu'il y avait, comme les gens étaient très croyants et qui pensaient que c'était la Vierge Marie, ils pensaient qu'il y aurait des guérisons. Et effectivement, il y a des gens qui avaient des handicaps. J'en cite quelques exemples dans mon livre sur Fatima. Il y a eu énormément de guérisons. Et donc, à partir de là, à Fatima, s'est créé un sanctuaire dédié à la Vierge Marie, où il y a toujours des guérisons. D'ailleurs, les gens, tous les ans, il y a des pèlerins qui vont à Fatima, croyant donner leur dévotion à la Vierge Marie, alors que pour moi, c'est autre chose. Mais là, c'est un autre sujet, c'est le rapport entre les ovnis et les apparitions mariales. Bon, c'est un sujet un peu oui, mais il y a complexe. pas mal de contactés qui effectivement ont vu des apparitions mariales entre guillemets et des ovnis. Donc effectivement, on Voilà. peut se demander s'il ne s'agit pas du même phénomène, d'un phénomène global. Alors moi, je suis beaucoup plus prudent que ça. En fait, je crois qu'il existe les deux. C'est-à-dire que Fatima, pour moi, c'est un petit peu à part. Et je n'exclus pas le fait qu'il y ait vraiment des apparitions mariales, que ce Mhm. soit à Lourdes ou à Medjugorje ou à la Salette, par exemple, ou au Lot, parce que j'étais visiter le Lot, près de Gap, où il y a eu des apparitions mariales. Il y a peut-être réellement des apparitions mariales. Mhm. Par contre, à Fatima, pour moi, c'est vraiment autre chose, hein. C'est pas Marie qui s'est manifestée. Donc, c'est un sujet très complexe, il faut être très prudent, il ne faut pas avoir d'a priori. Donc, pour moi, Fatima, c'est vraiment la première grande manifestation ufologique du XXe siècle, du début du XXe siècle, bien avant toutes les grandes vagues de 47, de 52, de 54, et puis les autres grandes vagues. Dès 1915, s'est manifesté en Europe un phénomène de type ufologique. Enfin, du moins, c'est ma conclusion, hein. Je pense qu'avant aussi, il y avait des manifestations, mais elles ont été mentionnées sur certaines mosaïques, sur certains tableaux. Ou... Tout à fait, oui. Tout à fait, oui. Oui, alors, bien sûr, on pourrait parler de toutes les représentations, de tous les témoignages qu'on a dans l'histoire depuis la plus haute antiquité, hein. Bon, ça serait l'objet d'une autre étude et d'un autre travail. Bon, c'était Bon, l'avant-partie avant l'événement. Mhm. voilà, c'est ça. Bon, on peut remonter même, si tu veux, si tu relis l'Ancien Testament, par exemple, lorsque Moïse rencontre Yahvé sur le mont Sinaï, là où il a reçu les tables de la Ouais. loi, hein, Mhm. Yahvé, il dit, Yahvé est arrivé, il y a eu de la poussière, il y a eu des vombrissements, il y a eu des éclairs, ça faisait
un bruit épouvantable, il y avait un vacarme extraordinaire, une lumière. Bon, tu me dis, il y avait, c'est bizarre, une entité divine. On a plutôt l'impression qu'il y a quelque chose qui est arrivé au sommet du mont Sinaï, peut-être un vaisseau spatial, et que Moïse est rentré en contact avec une intelligence supérieure, on va dire, d'origine non humaine. Ouais. Et dans Et ça, Enoch, c'est très oui, frappant, hein. C'est très les- frappant quand tu lis l'Ancien Testament. ouais, quand c'est Élie qui est enlevé au ciel, Élie, Élie, hein, dans un char de feu. exactement, Donc, exactement, un char de feu, c'est quand même explicite. Pour les tout gens à de fait, l'époque, ils connaissaient pas, ils n'ont pas vu forcément de soucoupe volante, mais des chars, ils en avaient vu. Avec de la lumière, c'est un char de feu. Hmm. Donc, je pense qu'on a toujours été exactement, observé, on exactement, a toujours été euh, eu ces communications de près ou de loin avec des entités qui ne sont pas de la Terre. Voilà, tout à parce que fait. ça serait quand même aberrant de Je- penser qu'on est les seuls dans l'univers. tout à fait, oui. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que l'humanité est accompagnée depuis l'aube des temps. Mm, Et même moi, j'irais peut-être un peu plus loin. Peut-être que ces entités sont nos créateurs quelque part. mm. Bon, j'ai fait un bouquin là-dessus sur l'ADN. Et l'ADN est un mystère en soi. Peut-être que l'ADN n'est pas d'origine terrestre. L'ADN serait d'origine extraterrestre. Ouais, je te rejoins complètement là-dessus. Ouais. Alors bon, c'est peut-être pas développer ça maintenant parce que c'est difficile à Non. expliquer. Mais vu C'est la encore autre complexité chose, de la... mais bon, ça fait partie de tous ces mystères, hein. Et comme on est dans un temps d'apocalypse, qui ne veut pas dire fin du monde d'ailleurs, hein, ça veut dire Non, révélation. C'est pour ça exactement. que voilà, il y a toutes ces révélations et je te remercie vraiment, Merci, et c'est moi Daniel, qui vous voilà, remercie. pour toutes ces informations très précieuses et tout ce que tu fais pour la divulgation. Et puis, Merci. ben, on te donne rendez-vous très vite, hein, samedi. À très vite, avec plaisir. Bon, merci Merci beaucoup. beaucoup. Ouais. Merci Merci, au beaucoup. revoir. Merci à Ok. toi. Au Merci, au revoir. revoir. Merci, au revoir. C'est bon, c'est arrêté. Ouais. Bon, ben ça, Ça a Tu été, nous ouais. entends encore? Oui, j'entends parfaitement, ouais. Bon, j'espère que j'ai pas fait une bêtise. Bah, tu me diras si l'enregistrement a bien marché, ouais. pas ça. Oui, parce que là j'ai entendu un autre truc. Attends. Euh, mais là, faut que j'arrête la communication pour Oui, enregistrer. oui, pas de souci. Bah, tu m'envoies un SMS pour me dire si ça a marché ou un mail. Oui, Tu m'envoies un ok. mail, ouais. Ça marche? Oui. Si ça n'a pas marché, à ce moment-là, on le refera demain matin si tu veux. D'accord. Hein, OK? d'accord. Bon, bah, Ça marche. bonne journée à toi. Merci à Je toi aussi. regarde. OK, Hein, ça marche. que j'ai pas Merci. fait de bêtises, j'espère, parce que j'ai entendu deux fois Record Start et puis Ah, oui, oui, parce que c'est quand tu coupes l'enregistrement, en fait. ouais, Quand tu coupes l'enregistrement, tu as une voix ouais. que l'enregistrement est terminé. Voilà, c'est ça. Bon, je te dis ça et je regarde ça. Allez, bonne journée à toi, Daniel.